je vais rassurer notre juriste qui est inquiet. Les régulations se développent, ne vous inquiétez pas. Et je vous invite simplement à comparer le monde des années 30 et le monde d'aujourd'hui. Et vous verrez les différences essentielles en ce qui concerne, je dirais, même la question du droit international. Nous sommes quand même, pour le moment, et souhaitons que nous y resterons, dans un monde où on discute et on négocie. Ne l'oubliez pas. Alors, nous avons très peu de temps, je suis désolé, nous avons à peine un quart d'heure. Donc je pense que je vais prendre quelques questions et puis je me retournerai vers nos panélistes. Alors, qui veut poser des questions ? Ah, oui, monsieur. Je suis Dusan Batakovic. Je viens des Balkans où on a subi pendant ces dernières décennies une application, si j'ose le dire, sélective du droit international. Et ce qui m'intéresse ici, c'est où s'arrête le droit d'autodétermination. Donc comment une entité à part peut réclamer l'indépendance. Et j'évoque ici le cas du Kosovo que j'ai suivi presque toute ma vie. Et d'autre part, où s'arrête la souveraineté d'un État multinational. Quand on parle du Kosovo, j'évoquerai ici quelques exemples. Donc, au Kosovo, il n'y a pas un territoire bien établi parce qu'une partie du Kosovo n'a jamais reconnu l'autorité albanaise. Deuxièmement, il n'y a pas une nation kosovare. Kosovare, ce sont les Albanais. Les autres sont les Serbes. Et troisièmement, évoquant le droit international, on a donné, la communauté internationale a octroyé l'indépendance du Kosovo à cause de droits humanitaires, mais en même temps, après la guerre, les Albanais du Kosovo ont détruit 170 églises chrétiennes orthodoxes au Kosovo et expulsé 60% des Serbes du Kosovo et 70% des autres minorités non albanaises, y compris les Roms. Donc, ma question reste, quels sont les principes universellement appliqués pour des droits internationaux afin qu'une entité peut devenir indépendante? Je rappelle ici que les Serbes de Bosnie et les Serbes de Croatie ont été rejetés de le même droit que les Albanais au Kosovo ont obtenu. Merci. On ne pourra pas répondre à votre question. Si... Merci. Cette question n'est pas étonnante. Bon. Monsieur Pierre Lévy. Merci. Ma question s'adresse avant tout à Monsieur Laffer, mais aussi aux autres participants. Le Brésil a toujours attaché beaucoup d'importance à la dimension sociale de la mondialisation et c'est, je crois, un fort élément de convergence franco-brésilien et d'éléments de travail en commun dont parlait hier soir Jean-David Lévit. Et le président de la République avait fait un discours à l'OIT en juin dernier. Alors, le sommet de Pittsburgh a vu en quelque sorte la consécration du BIT comme partenaire du G20 et je voulais avoir votre analyse sur la possibilité que les 8 conventions fondamentales, que cette dimension de l'OIT, mais que cette dimension aussi sociale soit vraiment intégrée comme on essaie de le faire depuis très très longtemps dans toutes les problématiques de développement et de commerce. Et est-ce qu'on a enfin des chances d'avancer sur cette question sensible? Monsieur. Thank you very much. My name is John. Merci beaucoup, John Denton de l'Australie. C'est ma première intervention à cette conférence et j'aimerais tout d'abord remercier Thierry de l'invitation et de la possibilité de pouvoir prendre part à cette discussion que, venant de l'Australie ensoleillée, était assez effrayant et au contraire, j'aimerais exprimer un certain optimisme lorsque l'on parle de droit international. Je pense qu'il est possible d'identifier des contributions positives sur les 10 à 20 dernières années et notamment d'attirer notre attention au travail extraordinaire qui a été réalisé pour complètement transformer le droit de la mer et les aspects positifs que les avocats du droit international ont déployés dans la conduite d'un commerce sûr, mais également le
transport par navire sécurisé. J'attire votre attention sur cette question parce que c'est une convention qui a connu de nombreuses difficultés lors de son inception et il y a eu un parallèle avec ce qui se passe avec le changement climatique parce que pendant une certaine période de temps, les États-Unis n'ont pas pris à cette discussion. Il n'y a que lorsque les États-Unis ont repris la discussion que la Convention a pu aller de l'avant. Convention donc le droit de la mer. Tout comme avec le changement climatique pendant un certain temps, une grande puissance n'a pas voulu en tenir compte. Ce n'est que maintenant que les États-Unis sont réengagés dans le processus et j'aimerais donc simplement indiquer la possibilité pour que cette convention, qui pourrait échouer à Copenhague, mais peut-être pour des raisons que l'on peut comprendre. Il faut du temps pour que ces changements puissent se concrétiser. Autre point qui peut générer un certain optimisme est que grâce à l'OMC, parce que le système fondé sur des règles et de règlements de différents et de par le point de mire qui est ciblé sur l'OMC, nous n'avons pas eu la crise de protectionnisme que l'on pourrait lui attendre. Mais le déploiement de protectionnisme qui était escompté ne s'est pas produit grâce au système qui se fonde sur les règles du droit international ainsi que de l'engagement de nombreux participants. Donc, juste une pensée positive dans un monde sombre. À l'homme martyrisé. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'était l'objet même de ma deuxième partie. Donc, vous traitez de façon très utile ce que j'allais en effet dire, c'est-à-dire que un certain nombre de règles et de mécanismes du droit international ont été extrêmement productifs et qu'il ne faut pas avoir une vision pessimiste en la matière. Simplement, il est vrai qu'il y a aussi à côté de cela des règles qui sont plus ou moins obsolètes et qu'on a la plus grande difficulté à dépasser. Je serais peut-être un petit peu moins optimiste pour ce qui est des règles concernant le climat. Je ne pense pas que leur effet ait été véritablement sensible. Pour ce qui est du droit de la mer et du droit de l'espace extra-atmosphérique, en revanche, je crois que là, le rôle du droit international a été extrêmement positif et le demeure. Monsieur le professeur, je pense que vous allez vouloir dire un mot sur le Kosovo. Alors, sur le Kosovo, je crois que pour répondre à cela, il faut se référer fondamentalement à la résolution 1244 du Conseil de sécurité du juin 99, 10 juin ou je ne sais plus trop, qui établissait un régime provisoire pour le Kosovo, en renvoyant à plus tard la fixation d'un régime définitif, et qui rappelait l'intégrité territoriale de la Serbie. Et cette résolution... Non, de la Fédération yougoslave. De la Fédération yougoslave. La Fédération yougoslave, tout à fait. Je commets un anachronisme en parlant ici de la Serbie, mais enfin, bon, ça revenait un petit peu à ça.